Païenne de femme politique, femme d'affaires et mère de famille qui a marqué l'engagement de la femme congolaise dans la politique en ce qui concerne l'efficacité, l'intelligence émotionnelle, la compétence, la constance et la responsabilité. C'est de Catherine Nzuzi Wambomo que nous parlons, mesdames et messieurs. Avec elle, nous allons nous échanger autour de l'émancipation de la femme congolaise de 1960 à ces jours. Bienvenue dans cette émission, l'invité du soir. Bonjour Blondine. Bonjour Eva. Merci d'être toujours à côté de moi. La grande équipe. Nous avons une grande surprise aujourd'hui pour le téléspectateur de l'invité du soir. Cette grande dame, la dame battante, la dame de fer, elle a voulu, elle a accepté de nous répondre aujourd'hui par la voix de nos micros. Bonjour Madame Catherine Nzuzi Wambomo. Bonjour papa. Maman Nzuzi Wambomo, comment vous allez? Eh bien, je m'accroche. La carcasse vieillit, mais je m'accroche. Oui, vous êtes toujours là. Pourquoi ce silence? Je ne suis pas silencieuse. Je parle quand c'est nécessaire. Tu aurais aimé me voir en train de parler pour un oui, pour un non. Vous avez sollicité un rendez-vous, eh bien, j'ai accepté pour qu'on échange. Je parle quand c'est nécessaire. Vous êtes parmi les femmes influentes et importantes de l'histoire de notre pays et vous l'êtes encore jusqu'à aujourd'hui. Et vous êtes une militante de l'émancipation de la femme. D'ailleurs, dans les années 60, précisément en 1964, vous avez fondé une association nationale, l'Union nationale de femmes congolaises, auquel vous étiez la présidente et vous encadrez toutes ces femmes-là. Aujourd'hui, 54 ans après, comment est cette femme congolaise? Moi, j'ai confiance à la femme congolaise. Lorsque vous regardez ce qui se passe sur l'échiquier national dans notre pays, déjà nous pouvons reconnaître que les 3/4 des ménages sont tenus par les femmes. Cette femme-là qui se réveille à 5 h du matin pour aller au port, acheter des choses, de quoi nourrir les enfants. Cette femme-là que vous trouvez dans les bitules jusqu'à 18 h, 19 h, parce qu'elle tient au bien-être de ses enfants. Et cette femme politique qui fait de son mieux, malheureusement, elle n'est pas très soutenue, parce que nous avons une constitution qui exige la parité entre l'homme et la femme, mais on aurait aimé retrouver cette préoccupation dans les actes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une femme Premier ministre de notre pays? Nous avons les compétences féminines dans tous les secteurs de la vie nationale. Et c'est un tort de ne pas le faire, même au plan des entreprises. Nous avons les femmes entrepreneurs. On aurait aimé avoir parmi les DG des entreprises des femmes qui peuvent diriger bien les entreprises de l'État. C'est ça mon regret. Nous avons une constitution qui prône l'égalité homme-femme, mais dans les actes, ça ne se fait pas. Dans les actes, ça ne se fait pas, mais nous savons que vous avez atterri dans les années 67 dans la politique. À ce moment-là, on savait que ce n'était pas facile à une femme être libérale, parler comme ça face aux hommes. Mais vous avez atterri en 67. Comment cela est arrivé? Mais il faut d'abord aimer ce qu'on veut. Moi, j'ai évolué dans une famille de politiciens. C'est une chance que j'ai eue. Mon père fut bourgmestre de l'indépendance en 1958. J'avais vu comment il avait fait sa campagne pour être élu bourgmestre de la commune de Landécha, à Luluabour à l'époque. J'avais un grand frère, Nzuzi Emmanuel, qui était secrétaire général de la jeunesse MNC Lumumba. Je voyais comment il faisait pour mobiliser la jeunesse. Donc, je peux dire que c'est un virus que nous avons en famille. Dans le sang. Dans le sang, oui. C'est de là que vous avez J'ai aimé la politique. Et lorsque le président Mobutu a créé le mouvement populaire de la Révolution, je me suis dit, bon, voilà que le moment est venu pour que je puisse aussi m'impliquer politiquement. La politique qui est l'art de gérer la cité. Et comme c'était un homme qui aimait beaucoup responsabiliser les femmes, j'ai été vice-président du mouvement populaire de la Révolution. J'étais la 3e personnalité du pays.
Voilà. Troisième personnalité du pays, ce slogan-là, Otumboli Mobutu, Otumboli Mama. Comment vous vous sentez lorsque vous êtes de lancer ce slogan-là? Mais c'est parce que les femmes, quand elles aiment le pays, elles sont entières dans leur engagement. Les femmes sont entières dans leur engagement. Et quand on disait Otumboli Mobutu, Otumboli Mama, ça veut dire que, parce qu'on voyait en lui un homme qui aimait responsabiliser les femmes. On voyait en lui un homme qui voulait, qui dans les actes, voulait que les femmes puissent associer les femmes à l'œuvre de la reconstruction du pays. Donc il disait toujours que c'est tout le monde qui devait être associé à cette œuvre-là de la reconstruction du pays. Alors les femmes étaient très contentes. Déjà, lorsque nous avons commencé en 1966, nous étions combien? 8 femmes bourgmestres de la commune dans la ville de Kinshasa. Bamama Kane, Bamama Lutete, Bamama Lufongo. Bon, le président Mobutu tenait à ce que les femmes soient vraiment, puissent se réveiller et puissent, comment dirais-je, être associées à l'œuvre de la reconstruction du pays. Je ne pense pas qu'elles ont démérité. Et dans plusieurs de vos interventions, vous parlez toujours de la femme libérale. Comment doit être cette femme-là en cette époque pour être libérale? Qu'est-ce qu'il faut? Une femme libérale, c'est une femme qui n'est pas complexée, qui n'attend pas qu'on lui dise. Parce que vous savez, dans tout ce que nous faisons, il faut d'abord aimer ce que l'on fait. Quand on aime ce que l'on fait, par exemple dans le cadre politique, vous devez lire les journaux pour connaître ce qui se passe dans votre pays et dans le monde. Vous devez regarder les informations. Pas seulement mettre la télévision pour voir les défilés de mode et que sais-je encore. Donc il faut avoir aussi le courage de donner votre point de vue sur ce qui se passe dans votre pays. Il y a des femmes qui sont engagées politiquement, il y en a qui sont aussi dans la société civile et qui font des efforts terribles dans les ONG. Donc il faut avoir le courage de s'exprimer, de montrer que vous aimez ce que vous faites. Comment évaluez-vous les opportunités afin d'évoluer dans l'arène politique pour une femme aujourd'hui, vous qui avez fait plus de 50 ans dans cette sphère-là? Mais les opportunités peuvent se présenter dans les partis politiques. Il faut adhérer à un parti politique. Il faut être dans une organisation féminine qui lutte pour l'émancipation de la femme. Une organisation caritative qui vous donne la possibilité de vous exprimer. Donc ce n'est pas en restant silencieuse que vous pouvez choisir cette opportunité-là. Il faut montrer l'intérêt à tout ce qui se passe dans votre pays. Vous avez les femmes qui sont dans la société civile, mais vraiment qui font un travail très appréciable sur le terrain. Elles vont dans les villages, elles vont dans les cités ici, elles font beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement que la femme politique. Mais la femme politique, elle doit faire mieux, doit faire beaucoup. Pas être là seulement accepter d'être nommée trésorière. Parce que la plupart des partis politiques veulent ramener toujours la femme à ce niveau-là. Vous allez la trouver trésorière. Nous avons des compétences féminines dans tous les secteurs de la vie nationale. Donc il faut que la volonté politique accepte de faire ce que la Constitution exige. Ça veut dire égalité entre l'homme et la femme. Égalité entre l'homme et la femme, Maman Zouzoua Mbombo. Nous allons faire intervenir une dame qui est aussi journaliste, une consoeur à nous, mais qui vous serve comme modèle et exemple. Elle a voulu à ce qu'elle puisse vous poser ne fût-ce que 2 questions de son cœur. Et nous faisons appel à Lisa et Adi. Bonjour maman. Bonjour Lisa. Bonjour, vous allez bien. Maman Zouzoua Mbombo. Vous êtes un exemple pour la jeunesse et la femme congolaise. Comment partagez-vous l'expérience acquise pendant votre carrière? Est-ce que vous les partagez dans les conférences ou dans les émissions comme celle-ci? Mais l'expérience, je la partage quand on me sollicite. Dans les émissions comme maintenant, je n'ai pas refusé de me recevoir. Et je suis en train d'écrire un livre. Exactement. Pour un peu donner un peu mes idées
parce qu'il ne faut pas tout garder pour soi. Mais vous savez, lorsqu'on a occupé les fonctions que j'ai occupées dans ces pays, ce n'est pas facile d'écrire un livre. Quoi dire et quoi ne pas dire. Parce que vous avez un côté de la responsabilité qui vous empêche de tout dire. Vraiment. C'est ça la politique. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout débiter, on ne peut pas tout sortir ce qui vous passe par la tête. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, je ne me vois pas en train par exemple, je ne suis pas dans la Kabylie. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe, mais je ne me vois pas manquer d'égard vis-à-vis des responsabilités de mon pays. Donc, vous voyez, c'est un état d'esprit, notre époque, c'est comme ça. Donc, ça vous oblige, ça vous impose une certaine conduite à suivre, ça vous impose des retenues, parce qu'on ne peut pas tout sortir, ce qui vous passe par la tête, non. C'est ça les problèmes les plus importants et parfois la difficulté qu'on a de ne pas trop s'exprimer parce qu'on risque même de laisser aller ce sentiment et ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Ma deuxième question est celle-ci. En tant que maman, une femme politique, y a-t-il une différence entre la femme politique d'hier et celle d'aujourd'hui? Bon, je ne dirais pas ça. La femme politique d'aujourd'hui a acquis une grande maturité, c'est ça la différence. Elle a acquis une grande maturité. On voit qu'il y a plusieurs femmes dans les partis politiques qui sont dans les partis politiques de la mouvance comme de l'opposition, qui cherchent à se positionner. C'est très bien. Et la femme politique aujourd'hui, elle est déterminée parce que l'œuvre de la reconstruction nationale n'a pas de sexe. C'est la tête qui doit agir. Donc, les hommes et les femmes doivent se sentir concernés pour reconstruire notre pays, pour maintenir notre société à un niveau que nous voulons, à un niveau appréciable. Et je crois que c'est ça la différence que moi je peux trouver. Mais il y a des femmes combatives vraiment qui font un travail merveilleux. Il m'arrive souvent de regarder la télé et j'apprécie leur courage. Et je crois que ces pays ne pourraient être... je sais qu'il y a des hommes qui vont peut-être trouver ça un peu bizarre, mais je crois que s'il y a plusieurs femmes responsables, les choses iraient mieux. La femme n'est pas vraiment effective dans la gestion de la chose publique de l'État, comme on l'a dit, oui. Mais on vous a donné 30% pour la femme, c'était le temps, mais maintenant on dit l'horizon 2030, parité 50-50, et pensez-vous que cette femme-là va vraiment saisir cette opportunité qui est forte? Pourquoi attendre jusqu'à 2030? Moi je vous dis qu'il y a des femmes compétentes dans tous les secteurs de la vie nationale. Pourquoi 30%? Pourquoi pas 50-50? Je ne vois aucune raison. Dans la majorité, il y a des femmes très compétentes. Dans l'opposition, il y a des femmes très compétentes. Mais dans la société civile, je ne vois aucune raison qui empêche ça qu'on ne puisse pas les responsabiliser, que ce soit au niveau des entreprises. Hein, papa? La femme n'est plus débutante en politique. Non. Elles se sont confirmées, bien sûr, elle a atteint la maturité, que ce soit en politique ou en affaires. D'ailleurs, sur le plan des affaires, vous savez que c'est la femme qui nourrit Kinshasa. Ah oui. Si vous êtes demandé de porter une lecture sur cette femme rurale. La femme rurale, je pense que le ministère de l'Agriculture est mieux placé et mieux indiqué pour aider cette femme-là rurale. Comment? Dans la distribution de la semence améliorée. Les grains, les maïs, par exemple, les boutures de manioc, par exemple. Des ministères de l'Agriculture, nous avons des femmes qui sont de l'agriculture, qui font des choses merveilleuses. On peut distribuer les tracteurs et les mettre à la disposition des administrateurs des territoires pour aider les femmes à avoir des étendues
des étendues de champs pour leur faciliter le travail. Et on n'aura pas besoin d'importer. Jusqu'à aujourd'hui, on importe le maïs. Quand vous allez au Katanga, il y a le maïs, il y a la farine de maïs qu'on importe de la Zambie. Mais si cette femme-là est responsabilisée, si elle est soutenue dans ses efforts, nous n'aurons pas besoin d'importer les maïs, même ici localement. Je suis dans les affaires, mais nous continuons à acheter à l'extérieur. Et la viande, et les poissons et tout et tout. Or que si on peut mettre les moyens pour arranger le fleuve, il y a les poissons qui meurent de vieillesse dans le fleuve Congo ici. Mais on ne peut pas utiliser les bâtons de pêche parce qu'il y a beaucoup de pierres. Mais là, c'est la responsabilité de l'État congolais qui peut drainer les fleuves pour permettre aux bateaux de pêche de venir. Et puis les poissons du fleuve sont meilleurs que les poissons de mer. 2018, année considérée comme une année électorale, disons. Et à cette femme-là, comment doit-elle se préparer sur tout le plan pour qu'elle soit vraiment, cette participation soit permanente au niveau de la candidature? Bon, il y a celles qui peuvent avoir des ambitions politiques, qui peuvent chercher à se porter candidat. Il faut se préparer pour avoir les moyens. Il faut se préparer au niveau des partis politiques, ou si on est indépendant, par exemple, pour que les partis puissent disponibiliser les moyens, parce qu'une campagne électorale, que ce soit au niveau de la députation, ou au niveau régional, même au niveau présidentiel, j'espère qu'on aura des femmes candidates présidentes de la République. Comme vous l'avez été. Comme vous l'avez été. Comme je l'ai été, oui. Oui. Il faut toujours oser. Il faut toujours oser. Pourquoi pas? Il n'y a pas de chinois là-dedans. J'ai une expérience, une longue expérience, et je pense que je pourrais bien me tirer d'affaire. Qu'est-ce que vous, en tant que femme, pouvez faire pour cette femme-là, qui n'est pas politique, pour se préparer aux élections de 2018? Mais on donne des conseils. Ce que nous faisons ici, on donne des conseils aux femmes. Si les femmes sont nombreuses en politique, les choses iront mieux. Je ne peux pas ne pas le dire. Ne pas le dire, ce sera une erreur monumentale. Nous avons des compétences féminines dans tous les secteurs de la vie nationale. Elles doivent avoir le courage d'oser. Elles doivent avoir le courage de postuler. Elles doivent avoir le courage de manifester leurs ambitions et pas les garder. Et là, c'est à travers soit les partis politiques, soit les associations féminines, ou bien comme indépendantes, comme femmes libérales. Donc, à mon niveau, ce sont les conseils que je peux donner. Dans le temps où vous étiez dans les associations de femmes, est-ce qu'aujourd'hui vous l'êtes encore, ou vous accompagnez ces associations-là de femmes? Non, je ne suis pas dans les associations de femmes. Je suis très consultée par les femmes. Et là, les femmes politiques comme les femmes de la société civile. Je préfère jouer ce rôle-là. Je n'ai pas le temps de... Mes activités économiques et autres ne me laissent pas le temps de faire ça. Une femme d'affaires, nous allons y revenir. Médine, l'ingratitude, allais-je dire, c'est vraiment condamnable pour nous. Parce que Maman Zouzoua Mbombo, elle était présidente d'un parti politique, oui. MPR fait privé. Oui. La question est de savoir comment se porte l'MPR. Comment se portent ces partis et qu'est-ce qu'il est devenu. Mais l'MPR fait privé, c'est un parti qui continue à exister comme tous les autres partis. J'avais démissionné volontairement pour des raisons de santé. Je devais subir une opération à mon genou. Alors, comme je devais rester longtemps immobilisé, ça ne valait pas la peine d'immobiliser le parti. Et ça continue tant bien que mal. Le problème de nos partis politiques, c'est le manque de subsides. Pour qu'un parti puisse bien survivre, il a besoin que les membres puissent cotiser. Bon, la population elle-même n'a pas les moyens, les militaires n'ont pas les moyens. C'est ça qui donne un peu de difficultés aux partis politiques. Moi, je pense que si on peut revenir à plusieurs propositions qui ont été faites dans le temps pour qu'on puisse financer les partis politiques, je pense que ce sera une bonne chose. Je pense que même de loin où vous êtes,
vous avez un œil Ils quand sont même. dans toutes les provinces, ils sont ici, oui, je suis en contact avec eux. De temps en temps, ils me contactent. Est-ce qu'ils se préparent pour ces élections? Mais bien sûr, comme un parti, si vous êtes un parti politique, c'est pour avoir... un parti politique doit avoir des cadres, doit avoir des ambitions. On n'est pas seulement parti pour rester comme ça, rester éternellement membre, non. Il faut chercher à devenir leader, il faut chercher à avoir, comment dirais, les représentants dans les institutions, et c'est à travers les élections que l'alternance peut se faire. Nous sommes dans une année électorale, puisque nous parlons des élections. Vous êtes une dame politique. Il y a un tiraillement entre la classe politique, notamment les opposants et ceux qui sont au pouvoir. Si vous êtes demandé à vous d'apporter une solution par rapport à cette turbulence qui se passe dans la classe politique actuellement, Maman Zouzoua Mbombo, quelle sera votre solution? Bon, moi je pense que on doit s'accepter. Nous étions dans un parti unique. On a refusé le parti unique. Le président Mobutu lui-même a accordé le multipartisme. Donc c'est lui-même qui avait accordé à l'ONAC le multipartisme. Le multipartisme exige la pluralité des opinions. Et en politique, il faut accepter qu'il y ait des gens qui gouvernent et accepter, tolérer qu'il y a des gens dans l'opposition. On n'est pas comment dirais-je, des ennemis pour ça. Ceux aussi qui sont dans l'opposition doivent savoir utiliser des termes courtois si on veut critiquer un fait. Parce que ce n'est pas pour... nous savons il faut les élections pour que l'alternance politique se fasse. Mais avant cela, si on a des choses à reprocher à ceux qui gouvernent, il faut le faire d'une manière courtoise, pas utiliser les termes qui blessent, parce que ce n'est pas un problème personnel. Donc nous devons nous accepter. Accepter qu'il y ait des gens qui gouvernent, accepter qu'il y ait des opposants. Si chacun peut comprendre ce rôle-là, je pense qu'on aura moins de problèmes dans la société. Alors c'est ce que je peux donner comme conseil. Là, c'est un conseil venant d'une maman et non D'une d'une maman dame et d'une politique. femme politique. D'une maman et d'une femme oui, politique. d'une Là, femme politique. là, nous sentons que c'est le cœur d'une maman qui parle. Oui, parce que moi, je ne vois pas comment on peut m'empêcher de m'exprimer sur quelque chose qui ne va pas dans mon pays. Je dois le faire, mais je dois le faire courtoisement. Parce que peut-être ceux qui le font ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'erreur. Il ne faut pas avoir des a priori. Il ne faut pas avoir des idées préconçues. Vous voyez, si on peut, tout le monde peut avoir cette humilité-là, c'est bon. Et puis on dit qu'il faut aussi savoir qu'il n'y a personne qui détient le monopole du savoir. Et dans la vie, tout le monde a besoin de tout le monde. Est-ce que vous êtes-il arrivé aussi, ou il vous arrive aussi de consulter ou de s'approcher de ces hommes politiques actuels, que ce soit de l'opposition ou De la majorité. Mais ce sont les hommes politiques de la majorité ou choses qui doivent consulter les autres. Non, vous. Moi, Si vous le consultez... Quand j'ai un problème qui ne va pas, je peux téléphoner. Je dis, mais écoute, je vois ça qui ne va pas. Il vous écoute aussi. Ah, ça, je ne sais pas. Donc, de loin, vous sentez que pour l'amour de votre pays, vous réagissez même de loin. Je dois réagir. Quand ça ne va pas, moi, je dois réagir. Et il faut que ceux qui gouvernent aient souvent l'habitude de consulter les hommes politiques. Pourquoi ça ne se fait pas chez nous? Pourquoi ça ne se fait pas chez nous? Les personnalités politiques indépendantes, les partis politiques de la société civile, on aimerait bien de temps en temps nous retrouver et échanger sur les problèmes qui se posent dans notre pays, comme le maréchal le faisait dans le temps. Il le faisait régulièrement. Toute œuvre humaine est perfectible. Il faut avoir des dispositions pour accepter les conseils. Et il faut aussi que ceux qui veulent conseiller le fassent courtoisement, parce qu'on n'est pas dans un combat. On n'est pas dans un combat pour utiliser les termes qui blessent, pour... non. Si tout le monde peut avoir l'humilité de comprendre cela, je pense qu'il y aura moins de problèmes.
Quand ça regarde le Congo, moi j'ai eu un frère qui a perdu sa vie pour ce pays, José Emmanuel, assassiné à 23 ans. Donc moi je ne peux pas trahir ce pays. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, je le dis. Et que retenez-vous de Mouzé? J'avais aimé l'expérience qu'il avait commencé de réunir les jeunes désœuvrés pour leur confier le travail. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas continué cela. La main-d'œuvre congolaise. Oui. Ça, j'avais beaucoup aimé. On aurait pu continuer cela. Et oui, parlons un peu de l'entrepreneuriat en tant que femme d'affaires. Que conseillerez-vous à cette jeune fille ou à cette jeune femme qui se livre encore dans les IVT? L'entrepreneuriat féminin dans notre pays est c'est un peu compliqué parce qu'on ne fait pas des affaires avec son argent. On fait des affaires avec l'argent des autres. Et l'argent des autres sont des crédits bancaires. Et pour avoir des crédits bancaires, pour faire des affaires avec visibilité, vous devez donner des hypothèques. Et toutes les femmes n'ont pas les moyens pour donner les hypothèques. Et c'est là où les FPI pouvaient prendre le relais pour soutenir les femmes entrepreneurs qui ont la possibilité, qui ont la capacité d'entreprendre, mais qui ne peuvent pas aller dans les banques traditionnelles pour avoir des crédits par manque des hypothèques. Si on le faisait, je crois que ça peut aller, et il faut aussi que l'État congolais paye les dettes des entrepreneurs. C'est ça qui bloque aussi les problèmes des entrepreneurs dans notre pays. L'État congolais doit beaucoup aux entrepreneurs et il ne paye pas les dettes. C'est un tort. Autant faire un échelonnement, parce que si les affaires marchent bien, ils vont continuer à payer les taxes, ils vont payer les impôts, c'est l'économie qui va se relever. Mais quand l'État ne paye pas ses dettes, tout le monde est bloqué. Puisque nous sommes dans les affaires, parlons un peu de votre expérience professionnelle à vous. Vous êtes la première femme congolaise à avoir une chaîne de télévision. D'où vous êtes venu cette idée de créer cette chaîne de télévision? Et c'était facile pour vous de monter cette chaîne? Bon, ça n'était pas facile parce que il y a beaucoup de choses qui doivent entrer en ligne de compte lorsqu'on a une chaîne de télévision. Il faut d'abord penser au programme. Il faut que vous ayez un programme que le public peut accepter. Et il faut éviter de faire des copies, parce qu'ici on copie tout. Dès que vous commencez un programme, le lendemain vous le voyez dans les autres chaînes. Bon, pour ne pas blesser les susceptibilités, je préfère ne pas trop m'étendre là-dessus. Et puis aussi, il faut avoir des journalistes qui sont des professionnels, qui acceptent de se former. Un journaliste doit se former tout le temps. Ce n'est pas parce que vous avez étudié le journalisme, comment s'appelle votre école là? L'IFASIC. À l'IFASIC, donc vous pensez que vous êtes maintenant prêt pour faire n'importe quoi. Non. Vous devez régulièrement regarder les chaînes de télévision étrangères pour voir ce qui se passe dans le monde, parce que vous pouvez rencontrer un étranger et engager un débat là-dessus. Vous devez vous instruire vous-même. Et cela n'est pas seulement l'apanage des journalistes, même pour les hommes politiques. Je vais vous faire rire. Dans l'État à l'époque, il y a un chef coutumier. On lui pose la question, bon, comment vous voyez les marchés communs? Il dit, ah, mais nous avons les marchés Simbazigida, nous avons les marchés Gandela, qui se portent bien, il y a beaucoup de poissons là-bas. Donc vous voyez, donc on apprend. Cela dépend de la... c'est l'homme qui doit se donner une dimension. Oui. Et la dimension ne tombe pas comme ça. Vous voulez une dimension, vous devez vous instruire, parce qu'à l'école, on n'apprend pas tout. Il y a l'expérience de la vie qui compte aussi, l'expérience personnelle. Donc c'est à vous à vouloir développer, à vouloir donner, comment dirais-je, vous donner une image que vous voulez, vous donner l'aura que vous voulez, vous donner la dimension que vous voulez, que ce soit la dimension politique ou la dimension dans le cadre des affaires. Avez-vous rencontré des difficultés en créant cette chaîne?
Mais ce n'est pas facile pour maintenir une chaîne de télévision sans, comment dirais-je, il faut avoir quand même des substances, il faut avoir des moyens pour alimenter les chaînes, pour faire donner à la chaîne une grande dimension. Je vais vous donner un exemple. Ça m'avait un peu découragée. Je l'ai dit jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas très satisfaite. Nos journalistes n'aiment pas les émissions qui demandent les efforts. Moi, j'avais une émission que j'avais imposée. Connaissez-vous le Congo? On pouvait réserver un jour pour la province de Bandung. C'est quoi la province de Bandung? Qu'est-ce qu'au plan économique, qu'est-ce qu'on trouve dans la province de Bandung? Au plan social, quelles sont les grandes ethnies, les grandes tribus qu'on trouve dans la province de Bandung? Faire des reportages, aller voir s'ils ont des groupes folkloriques passés. Mais c'est tout le monde qui allait accrocher à la scène. L'autre semaine, ça sera la province du Katanga. L'autre semaine, ça sera la province du Kivu. Mais vous n'aimez pas ça. Vous aimez les émissions, vous aimez la actualité. Mais ça demande aussi des moyens de déplacement, de bien logement. sûr, on n'allait pas faire une telle émission sans passer à cela. Mais je tenais à l'esprit. Qu'avez-vous fait de cette dame-là, qu'on a appelée à l'époque grande dame, femme battante? Qu'avez-vous fait d'elle aujourd'hui? Et pour ceux qui vous retiennent comme modèle, que pouvez-vous dire? Le secret, c'est quoi? La constance dans ce que j'ai fait. J'aime la politique. Je garde le cap. Et en aimant la politique, je dois accepter qu'il y ait plusieurs idées, que chacun puisse avoir sa vision, même si je dois, comment dirais-je, si je dois faire des remarques, je peux les faire, mais en gardant la courtoisie. Je n'ai pas changé, je ne sais pas un âge où on change comme ça. J'ai beaucoup d'amis dans la Kabylie qui viennent me voir ici souvent. J'ai beaucoup d'amis dans l'opposition, dans la société civile. On organise des petits dîners, on échange. L'intérêt du pays l'exige. Je ne suis plus à un niveau où je dois être accroché à un parti ou quoi. Non. Moi, je vois le Congo, pour lesquels je me suis battu toute ma vie. 50 ans durant. Ah oui. Je vois le Congo, je vois mon pays. Et tout Congolais, pour moi, c'est un frère. J'ai des entreprises, j'ai des personnels ici. Je ne sais pas si j'ai pu les trois Kassaïens. Moi, je suis nationaliste. Tout Congolais est mon frère. Et toute Congolaise est ma soeur, ma fille. Je ne suis pas à un niveau où je dois être... Non, je dois être du Kassai, je dois m'approcher à ça, non. J'ai dépassé ces temps-là. On peut voir ces actes à travers les postes que j'ai occupés. J'étais gouverneur à Matadi, j'ai laissé des marques. J'étais gouverneur de Kinshasa, j'ai laissé des marques. J'aurais aimé que je fasse encore quoi? Politiquement, il y a beaucoup de gens qui me savent ce que j'ai fait partout où je suis passée. Pour ne citer que ça, j'étais aux affaires humanitaires, ministre des Affaires humanitaires. Je suis intervenue dans les catastrophes dans les Bukavu. Plusieurs fois. J'ai amené les aides du gouvernement pour assister comment dirais-je, pour assister les réfugiés. Lorsqu'on me confie des responsabilités, je les assume. Je n'ai pas l'habitude de me dérober devant mes responsabilités. Maman, préparez-vous, vous avez eu le temps de préparer une relève à vous, parmi vos enfants. Vous sentez que cet enfant, je sens que c'est pratiquement mon hérédité. J'ai mon fils Henri Zouzi, qui porte le nom de mon père. Il a son parti politique et il aime bien faire la politique. Nous échangeons beaucoup. Tous mes enfants d'ailleurs, c'est un virus qu'ils ont dans les sangs. Nous échangeons lorsqu'il y a les actualités autour d'une table.
dans le jardin ici, autour d'une barbecue, on échange. Je ne peux pas ne pas leur donner ce goût-là. Vous sentez le vous en lui? Ah oui. Et en dehors Mais de il la est famille, un peu, bon, figuré comme tous les jeunes. et Il y a parfois les points sur lesquels on n'est pas d'accord, mais on n'est pas obligé d'avoir le même point de vue non plus. Bon, la jeunesse, vous avez votre manière de voir les choses. Et nous aussi, les dinosaures, comme vous avez l'habitude de nous appeler, Les dinosaures. nous avons aussi notre manière de percevoir les choses. Mais je pense qu'il y a moyen de concilier les deux sans créer des problèmes. Vous avez besoin de notre expérience, vous devez l'accepter. Qui est des gens qui ont vécu avant vous, qui ont occupé de grandes fonctions, même s'ils ne le font pas, mais l'expérience reste. Avoir l'humilité de nous consulter. Et nous aussi, nous devons accepter que nous devons préparer la relève. Parce que si on ne prépare pas la relève, on aura manqué à notre devoir. Vous êtes ce que vous êtes. Mais, et puis, il y a la mondialisation, il y a comment on peut dire, il y a la mondialisation, il y a les nouvelles technologies que vous connaissez, qui n'existaient pas à notre époque. Nous pouvons aussi avoir l'humilité d'accepter que vous pouvez avoir une vision différente de la nôtre. Mais en mettant l'expérience et l'expertise ensemble, je pense que nous aurons un pays où il fait beau vivre. et en dehors de votre famille, Moi, je ne vois pas ma famille naturelle. Hein. Je vois ma famille, le Congo, c'est ma famille. oui, exactement. Il y a une personne que vous aimeriez qui Je suis consultée, papa, par plusieurs personnes. Je ne peux pas désigner un tel. Votre cœur vous est témoin. L'honnêteté m'oblige de ne pas le dire. On a le bannière qui un tel, ayak. Non, je ne peux pas dire ça. Nous acheminons lentement sûrement vers la fin de cette émission. Madame, Maman Zouzou Mbombo, j'ai encore dit Oui, j'aime bien m'appeler madame, je ne suis pas madame. Maman Zouzou Mbombo. Catherine d'ailleurs de côté, mais On l'appelle maman, on l'appelle madame par rapport à toutes les obligations Non, qu'elle a. je suis maman, papa. Catherine, Voilà. je ne sais pas Catherine comment elle était, mais Zouzou Mbombo, je suis sûre. Zouzou Mbombo, c'est elle. Ok. Eva, j'allais te poser une question à maman. Oui. Si aujourd'hui, maman, il y a deux fois vous restez seule comme ça, avec l'air frais, sans qui que ce soit à vos côtés, qu'est-ce que vous dites dans la vie que vous n'avez pas eu à faire, que vous regrettez peut-être que non, il fallait que je fasse ça à cette époque? Non, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu à faire. Je n'ai pas encore été président de la République. J'aurais aimé le devenir un jour. Bon, c'est l'unique poste qui me restait. Mais j'ai déjà été vice-président du comité central. Et bon, je n'ai pas encore été premier ministre. Donc c'est le dernier rêve de maman. Non, je ne suis pas commandeur. Mais si on fait appel à moi, je dirais oui. Mais je ne suis pas commandeur. Je ne suis pas demandeur. Je mène une vie, je suis une femme très occupée. Je commence ma vie. Je n'ai jamais raté une seule émission de refus de 4h30. Depuis 50 ans. Donc je commence ma vie à 6h, je regrette, j'ai toujours mes agendas pour préparer ma journée. Au plan politique, ceci, au plan des affaires, sinon vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas une bonne organisation, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il faut être organisé, vous donner la possibilité d'avoir une tête bien faite. Et cette dame qui vous suit maintenant, qui se dit j'ai atteint déjà une septantaine, je me dis je suis fatiguée, je dois un peu lâcher les bras. Non, pourquoi je vais lâcher maintenant? Pourquoi tu veux que je lâche? il y a des fonctions que je ne peux plus occuper, ça c'est vrai. Il y a des fonctions qu'il faut j'ai des enfants qui peuvent occuper certaines fonctions, mais moi pas. Mais ces fonctions-là, si on me les demande, je ne dirais pas non. J'ai des filles, j'ai des garçons, tous qui ont fait des grandes études. J'ai prié Dieu qu'il puisse vraiment les aider à bien se porter politiquement parce que ils ont tous les têtes bien faites. Les bonnes choses ne durent jamais, comme on l'a toujours dit, Voilà. Maman Zouzou Mbombo.
votre mot de la fin à l'endroit de la jeunesse et de la femme congolaise. Bon, le mot de la fin, c'est que j'encourage la femme congolaise à continuer à se battre comme elle le fait. La plupart des jeunes femmes, je les vois évoluer beaucoup dans les ONG, mais j'aimerais bien qu'elles puissent entrer en politique. Parce que c'est à partir de la politique qu'on peut changer le cours des événements. C'est à partir de la politique qu'on peut changer la vision des choses, la vision du pays en donnant des conseils. Nous, les femmes, nous n'avons pas... on ne peut pas... Nous resterons toujours des éléments modérateurs. Et comme nous sommes dans un pays où nous avons 9 voisins, et souvent la plupart, on voit un peu ce qui se passe chez nous, ça crée parfois des frustrations. Et si on a des femmes à toutes les instances de décision, la femme sera toujours là pour donner un bon conseil, qu'on puisse régler les problèmes par des voies pacifiques au lieu d'utiliser les forces. Donc c'est ça l'avantage d'avoir des femmes à tous les secteurs, à tous les niveaux de décision. Parce que la femme, d'abord, c'est un élément modérateur et stabilisateur. Il ne faut pas que les femmes se découragent. Elles doivent politiquement s'engager. Il y va de l'intérêt de notre pays. La même chose pour la jeunesse. On a un début à tout. Il ne faut pas être une jeunesse qu'on peut facilement manipuler pour aller casser les choses, pour aller, comment dirais-je, insulter les gens. Non. Nous avons appris le respect des aînés. Comme nous avons vu, il y avait des jeunes qui sont partis faire n'importe quoi dans les églises. Non, les églises sont les temples de Dieu. Nous ne pouvons pas aller y faire n'importe quoi, quelle que soit la colère que nous avons. Les temples de Dieu, on les respecte. Les pasteurs, les hommes de Dieu, les prêtres, on les respecte. Ce sont les gens qui sont au service de... comment dirais-je, qui ont un pouvoir spirituel et qui n'ont pas besoin du pouvoir temporel. Donc, qui sont des Congolais, nous ne pouvons pas leur demander ou bien exiger qu'ils se taisent lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas. Ils sont obligés de le dire parce que, bon, c'est leur travail. Et quand ils le disent, ce n'est pas toujours par méchanceté. Et alors, pour montrer qu'on est fâché, on utilise la force, on utilise la répression, ce n'est pas souhaitable. Parce que ce sont des hommes de Dieu. Quand ils le disent, les dérapages peuvent exister, mais on peut arranger cela en dehors des caméras, en dehors des micros. Et c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Les pouvoirs temporels et les pouvoirs spirituels, on est obligé de cohabiter ensemble. Parce que le Congolais n'est pas athée. Non. Congolais, au coup de baselito catholique, baselito protestant, ou bien dans les églises de réveil. Tous en foi dans Zambé. Nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui existe. Par conséquent, ces gens-là, les pasteurs de Dieu, nous devons les respecter. Les cardinaux, les prêtres, les pasteurs des églises de réveil, tous ceux qui sont là pour nous aider à garder notre vie spirituelle, nous devons avoir du respect vis-à-vis d'eux. Voilà. Merci, Maman Zouzou Mbombo, d'avoir disposé de votre temps et de nous avoir accepté que nous puissions échanger autour de tout ce que nous avons échangé ici et aussi d'avoir répondu. Merci beaucoup. C'est moi, je vous remercie. Merci à vous, Médine, de m'avoir accompagné. Nous ne pouvons que dire merci aux fidèles téléspectateurs de cette émission qui nous suivent de partout. Nous avons reçu pour vous Madame Zouzou Mbombo. Elle a parlé, elle a répondu à toutes vos attentes et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci.